Aussi longtemps que j'aurai la confiance de mes camarades, pourquoi pas. Il y a des choses à faire et il est clair qu'elles ne seront pas finies en 2 ans. Merci Michel Rocard. Pas de 7 sur 7 dimanche prochain, veille de la Toussaint. Je vous retrouve le 7 novembre en compagnie d'Alain Minc. Dans un instant, le journal de 20h avec Claire Chazal qui recevra Monsieur Bosson, le ministre des Transports, à propos du conflit Air France, et Michel Bougenat. Merci à tous, bonsoir. Partagé entre la Suisse et l'Allemagne, Paul Klee mettra des années avant de s'affirmer comme peintre, l'un des plus importants de ce siècle. Il mettra 35 ans. Paul Klee est né près de Berne en 1879. Des parents musiciens qui le laisseront décider de son avenir, ce sera les Beaux-Arts à Munich. Début difficile, il expose pour la première fois en 1910. Ses amis s'appellent Kandinsky, Franz Marc. Son obsession, la couleur. Le déclic se fera en 1914, quelques mois avant que n'éclate la guerre. Il décide de partir en Tunisie. L'homme clé de ce voyage, c'est Louis Moyet, un ami d'enfance. Il est déjà à la Tunis et comme il a de l'argent, il paye le billet de Klee. Enfin, il y a 3 ans, il lui a présenté Auguste Maquet, le 3e larron. Tous 3 sont peintres. Début avril, ils se retrouvent à Marseille. Mardi, 7 avril 1914. Dans l'après-midi apparaît la côte africaine. La fable se matérialise, impalpable. Le soleil, d'une sombre force, la nuit sur le pays, pleine de promesses. Maquet l'éprouve lui aussi. D'avance, nous savons tous deux qu'ici, nous ferons du bon travail. C'est un véritable choc, une découverte. Toute la soirée, il flâne dans Tunis en proie à une grande excitation. Il sait qu'il a trouvé ce qu'il cherche. Dès leur arrivée, ils ont été pris en charge par un ami de Moyet, un médecin bernois, le docteur Yegui. Tunis, mercredi 8 avril. La tête pleine des impressions nocturnes de la veille. Art, nature, moi. Tout de suite à l'œuvre, j'ai peint à l'aquarelle dans le quartier arabe. Je me suis attaqué à la synthèse de l'architecture de la cité et de l'architecture du tableau. Pas encore à l'état pur, mais effort plein de charme, où se mêlent l'ambiance et l'euphorie du voyage, la part du moi. Voilà qui plus tard se fera plus objectif, lorsque les belles vapeurs se seront dissipées. Le voyage continue en train. Bir Bourguiba, Sidi Ben Saïd, Hammamet, Carthage. L'étape décisive sera Kérouan, la ville aux 100 mosquées. La cité est magnifique, entourée de puissantes murailles, surmontée de coupoles et de minarets. Le désert est là, c'est tout l'Orient. Klee est fortement impressionné. Son émotion est tellement forte qu'il décide de rentrer. Il en a assez vu. Kérouan, jeudi 16 avril. L'ambiance me pénètre avec tant de douceur que sans plus y mettre de zèle, il se fait en moi de plus en plus d'assurance. La couleur me possède. Point n'est besoin de chercher à la saisir, elle me possède, je le sais. Voilà le sens du moment heureux. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre. Aujourd'hui, il me fallait rester seul. Trop forte l'expérience que je venais de vivre. Et il me fallait partir aussi pour me ressaisir. Paul Klee ne sera resté que 2 semaines en Tunisie.
TV5 vous invite au débat, découverte de la personnalité cachée des invités. Face à la presse, aujourd'hui, une personnalité exceptionnelle, Monsieur Edmond Kayser, fondateur en 1957 des Compagnons d'Emmaüs suisses sur demande de l'abbé Pierre. Edmond Kayser est un extrémiste de la charité. Il interpelle et même parfois insulte les grands de ce monde, coupable selon lui de ne pas se pencher avant tout sur le seul et vrai problème, comment soulager la misère. Donc dans quelques instants, face à la presse. Nouveau numéro à 11h du magazine d'actualité L'Heure de Vérité. François-Henri de Virieu recevra l'ancien président de la République française, président de l'UDF, M. Valéry Giscard d'Estaing. À 12h, le Flash d'Info vous présentera l'actualité en quelques titres. Et ne manquez pas à 12h05 le rendez-vous que vous donne Pascal Sevran avec la chance aux chansons, succès d'hier et d'aujourd'hui. Personnalité exceptionnelle, je vous l'ai dit, pour ce débat face à la presse. Aujourd'hui, M. Edmond Kayser. Cet homme est un saint. Toute sa vie, il l'a donnée à l'enfance déshéritée. Il a toujours refusé d'empocher un centime pour lui-même. Il est célèbre, mais ça ne lui monte pas à la tête. Sa célébrité, il l'utilise pour faire connaître le malheur de ceux qui souffrent. Alors c'est vrai, Edmond Kayser est aussi violent dans ses propos, sans nuance, peu diplomate, colérique et tyrannique. Mais tous les saints ont leurs petits défauts. Une dernière chose, Edmond Kayser est un grand enfant. Franchement, quand il insulte les grands de la planète par téléx, ça sent la grosse farce et ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick, mais ça lui fait tellement plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y aura, semble-t-il, bientôt 300 000 personnes en Suisse qui dépendront de l'assistance publique. Alors cette situation, ces chiffres, ça doit rappeler quelque chose à notre invité de ce soir, Edmond Kayser. Vous vous souvenez qu'en 1958, vous lanciez avec quelques autres les Amis d'Emmaüs en Suisse. Est-ce qu'il y avait déjà une situation parallèle et autant de gens qui dépendaient de l'assistance publique? On avait commencé des dizaines d'années avant déjà. Mais en 58, donc c'est l'abbé Pierre et les Amis d'Emmaüs. Et il y avait en Suisse les mêmes malheurs que maintenant, mais évidemment les chiffres nous étaient inconnus, il y avait peu de moyens de communication, le nombre ne doit pas être le même, mais c'est la même monstruosité. Alors vous avez entendu le petit portrait qu'on a fait de vous tout à l'heure, est-ce que vous êtes vraiment ce saint laïque qu'on a décrit? Jamais été un saint, laïque je suppose, j'espère, saint certainement pas, mais en tous les cas, tyrannique je ne sais pas, mais colérique non, du tout, du tout. Ça va de soi. Vous avez perdu votre père à l'âge de 4 ans, vous avez perdu un enfant qui avait 2 ans. Est-ce que ces deux douleurs font jouer un grand rôle dans votre engagement?